Sahara occidental. Pourquoi s'implique la France dans ces tentatives de pousser l'Union européenne à violer le droit international et le droit européen en soutenant le pillage illégal des ressources naturelles du Sahara occidental? À qui profite? Ah. Pardon. الترجمة عندها ترجمة بالعربية. À qui profite réellement le pillage de ces richesses? Les Marocains peut-être, ou peut-être les Français, le peuple français, ou peut-être le peuple sahraoui, le facteur toujours absent et invisible des équations de l'élaboration des politiques en France, apparemment. Combien de temps l'État français sera-t-il impliqué dans l'obstruction de la solution politique juste et durable au Sahara occidental? Et pourquoi la France s'oppose-t-elle à la simple inclusion de la protection des droits de l'homme dans la mission de la MINURSO? Pourquoi s'oppose-t-elle aux efforts des États-Unis d'Amérique d'intensifier le débat au sein du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental? Et jusqu'à quand la France sera-t-elle impliquée dans les machinations et complots contre la République sahraoui au sein même de l'Union africaine, à travers certains membres du groupe francophone africain? Pourquoi n'adopte-t-elle pas des politiques plus équilibrées, respectant la légalité internationale, pour lier des relations fondées sur le respect et les intérêts mutuels avec tous les pays du Maghreb, plutôt que de poursuivre sa politique de privilège, la politique de privilège pour le Maroc, une politique qui a échoué pendant plus de 6 décennies. Le régime marocain mérite-t-il vraiment de sacrifier les Sahraouis, les Algériens et les Mauritaniens? Et que pouvons-nous, en tant que citoyens et militants sahraouis et français, faire ensemble pour changer cette attitude négative de la France officielle? Ensemble, c'est beaucoup de questions, mais ensemble, la question de toutes les questions. Que veut la France des Sahraouis et du Sahara occidental? Est-ce que vous avez une réponse? Que veut la France? Ce sont là des questions que les Sahraouis et leurs amis ont le droit de mettre sur la table pour comprendre la nature de l'implication française dans ce conflit de décolonisation. Mais je ne vais pas fournir de réponse à ces questions, bien sûr. C'est là notre tâche à tous. Et nous avons besoin d'une réflexion collective plus profonde pour arriver à des réponses concrètes. Mais pour approfondir le débat, je reviendrai avec vous un peu sur certains chapitres du rapport franco-sahraoui et ses relations avec l'histoire de la colonisation du Sahara occidental. Comme vous le savez, les pays européens ont cherché depuis le VIe siècle, peut-être avant, à coloniser le monde, y compris la colonisation et la subordination des pays africains. C'est triste de le dire, mais il ne faut jamais oublier ce crime contre l'humanité, le crime de la colonisation. Le peuple sahraoui, pour sa part, a été victime d'attaques des pirates européens, des Portugais, des Espagnols, des Américains et bien d'autres, sur lesquels on trouve des références datant du XVe siècle, dans plusieurs références espagnoles et portugais surtout, mais aussi américains et britanniques.
des centaines, voire des milliers de Sahraouis ont été enlevés par des pirates et vendus sur les marchés de l'esclavage en Espagne, au Portugal et probablement arrivés en Amérique, qui était l'un des plus importants marchés d'esclaves dans le monde à l'époque. Ce sont tous des histoires de victimes qui ont été enregistrées par des livres, des mémoires et des rapports de pirates et d'Européens. Ce ne fut probablement pas les premiers contacts entre les Sahraouis et les Européens, mais ce fut certainement parmi les motifs qui ont fait que les Sahraouis, comme le preuve de leur culture populaire, orale, soutenue par quelques références écrites par des marins et aventuriers espagnols, portugais, américains et même français, ces attaques pirates répétées ont fait que les Sahraouis ne font pas confiance du tout aux langues blancs venant de la mer, venant de l'Ouest. Ce qui a poussé les tribus du Sahara occidental, toujours selon des références historiques, biographies de marins capturés par les Sahraouis ou qui ont réussi à infiltrer et espionner la communauté sahraoui, à organiser des escortes et des groupes de garde sur les plages pour avertir des attaques et peut-être les affronter. On peut citer ici un livre français qui relate l'une des plus anciennes rencontres enregistrées avec les Sahraouis au XVIIIe siècle, le livre de Thomas Barbier, 3 Français au Sahara occidental, publié par l'Armatan en 1985. Mais l'histoire elle-même, elle date de 1784-1786. Après que les pays européens ont décidé d'envahir le continent africain, il était nécessaire de diviser le continent en morceaux pendant le tristement célèbre conférence de Berlin en 1884 et des accords bilatéraux entre la France et l'Espagne pour tracer les limites de ce qui sera connu depuis 1912 comme le Sahara espagnol. La France a été l'un des premiers pays à ce stade colonial qui ait taillé pour elle-même une grande partie de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Des pays énormes en superficie, mais aussi énormes en richesse. En effet, elle a cherché depuis l'accord de Berlin, et même avant, à mobiliser ses armées pour envahir la région, et elle avait probablement des plans et des rêves coloniaux plus grands encore qu'on ne peut imaginer. Mais surprise, elle s'est confrontée à une résistance féroce et imprévisible des tribus bédouins indomptables du Sahara occidental, qui ont senti dans le mouvement des armées françaises, en particulier dans le nord du territoire mauritanien, depuis les années 1900, un grand danger qui conteste leur souveraineté et autorité historique sur leur pays, et une menace pour la principale source de subsistance qui est l'élevage du bétail à cause des restrictions qui ont né avec l'établissement des frontières coloniales, alors qu'il avait l'habitude de se déplacer librement sans aucune contrainte dans un domaine géographique énorme entre l'Ouattara au nord et le fleuve du Sénégal au sud et de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'au village du Mali à l'est. Les Sahraouis se sont retrouvés pris au piège entre les frontières créées par la France à une époque où l'Espagne cachait encore ses intentions coloniales et pénétrait sur les rives du Sahara occidental sous prétexte d'échanges commerciaux. Ainsi, l'hostilité envers les armées françaises était inévitable. Des centaines de batailles acharnées entre les combattants sahraouis et les armées françaises de 1900 jusqu'à 1958, des milliers de personnes des deux côtés ont péri lors de ces combats,
dans la zone géographique qui s'étend entre le nord de la Mauritanie, le sud-ouest de l'Algérie et le sud du Maroc. Quiconque intéressé par ce triste épisode peut consulter les rapports d'officiers français qui ont vécu cette résistance et qui ont écrit des rapports détaillés de ces confrontations. Là, la France a exigé de l'État espagnol d'utiliser son armée au Sahara occidental pour contrôler la situation, ce qui l'a obligé de le faire pour ne pas laisser d'excuse à la France d'inclure le Sahara occidental parmi ses colonies voisines. Pour cela, la colonisation militaire espagnole n'a commencé dans la pratique qu'en 1934, lorsque l'armée espagnole a commencé à s'étendre dans les profondeurs du Sahara occidental. Malgré la présence espagnole au Sahara occidental, les combattants de la résistance traditionnelle sahraoui semblent avoir choisi de diriger leur arme vers l'armée française dans les pays voisins au lieu de combattre l'Espagne, qu'ils considéraient comme une menace tolérable par rapport à la violence et à la cruauté militaire adoptée par la France en Algérie, par exemple. Mais depuis les années 1960, après une période de vide due à la répression sévère subie par les Sahraouis pendant et après le processus de tristement célèbre opération Écouvillon en 1958, un mouvement politique sahraoui contre le colonialisme espagnol a vu le jour avec l'Organisation pour la libération du Sahara occidental et son jeune dirigeant Mohamed Silvaïn Bassiri, un mouvement pacifique qui a malheureusement été cruellement opprimé par les Espagnols en juin 1970. La célèbre intifada de Zimna, la première intifada au Sahara occidental. Et son leader est toujours disparu, vu que l'État espagnol refuse toujours de révéler toute la vérité sur son destin. Les Sahraouis ont alors pris l'option de la lutte armée menée par le Front Polisario, fondé en 1973, 26 mois seulement après la répression de l'intifada de Zimna dont je viens de parler. Après le succès du Front Polisario a attiré l'attention sur lui en tant que jeune mouvement de libération et après avoir reçu le soutien de certains États africains et contraint les autorités espagnoles à négocier une solution en 1974, le Maroc, poussé par la France, est entré en ligne, saisissant la maladie du général Franco pour signer l'accord désastreux de Madrid et envahir le Sahara occidental avec la Mauritanie. La France, de Giscard d'Estaing, soutenait le Maroc, non seulement politiquement, diplomatiquement, mais lui fournissait également des armes, un soutien politique et matériel énorme a été garanti au Maroc. Plus encore, la France complote avec la Mauritanie et le Sénégal, utilisant nos territoires pour poussant ses forces aériennes dans une intervention directe contre le Front Polisario dans ce que le gouvernement français a baptisé Opération Lamentin, qui s'est déroulée entre décembre 1977 et juillet 1978 et qui a causé, dans sa toute première opération surprise, effectuée en décembre 1977, il a causé la perte d'environ 100 martyrs sahraouis à la fois, selon les statistiques du commandement français de cette attaque. Et avec le recul, il semble que la France a réalisé l'impossibilité pour l'armée marocaine de vaincre le Front Polisario militairement, raison pour laquelle elle a cherché à persuader le roi Hassan II de gagner du temps en s'engageant dans un processus politique dans lequel le Front Polisario n'a ni l'expérience suffisante,
ni le pouvoir de contrer l'influence française dans les couloirs des Nations Unies et du système international en général. Et c'était le Maroc qui avait supplié pour une intervention internationale à la fin des années 88 et a accepté à contre-cœur le plan de règlement onusien africain de 1991. Ce fut là que la France a finalement réussi à contrôler la question du Sahara occidental au sein du Conseil de sécurité grâce à son droit au veto. La France n'a pas seulement empêché toute résolution pacifique du conflit, mais s'oppose fermement contre la surveillance et la protection des droits de l'homme par la violence. Ce qui nous incite à se demander si les gouvernements français successifs représentent vraiment les Français et la France comme il se doit. Représentent-ils vraiment les valeurs de la Révolution française qui ont changé le monde d'un certain 1789 Où est le citoyen français dans tout cela? Et pourquoi les citoyens européens laissent-ils à leur gouvernement la possibilité de se conduire de manière inappropriée, voire criminelle, dans la politique intérieure des pays pauvres, pillant leurs ressources et soutenant des régimes dictatoriaux? Ce sont toutes des questions posées par les peuples africains, y compris le peuple sahraoui. La France a également cherché, à travers de la majorité de ses représentants au Parlement européen, à renouveler des accords illégaux, vous le savez tous, avec le Maroc, prévoyant notamment le pillage des richesses du Sahara occidental, violant ainsi des arrêts clairs de la Cour de justice européenne. La France officielle ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer en tant que force internationale censée porter l'héritage et les principes de la Révolution française en faveur de la promotion et protection de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, des droits de l'homme et de la dignité humaine. Tout à fait au contraire, elle joue un rôle négatif et dangereux qui menace la sécurité et la stabilité de toute la région nord-africaine, voire de toute l'Afrique. La politique étrangère française est responsable de la prise en otage de l'avenir de l'Afrique du Nord en raison de son choix de soutenir le régime expansionniste marocain et de son incapacité à accepter la véritable indépendance politique de l'Algérie après une révolution populaire violente qui a empêché tous les calculs et les rêves que la France avait peut-être dans ce pays. La politique étrangère de la France-Afrique, si vous voulez, est également très dangereuse et sa poursuite fera perdre à la France les derniers pays africains liés à Paris culturellement et politiquement. Par ailleurs, je ne peux pas manquer de rendre hommage. L'image n'est pas totalement noire, parce qu'on doit rendre hommage aux citoyennes et citoyens français et aux militants et militantes françaises de la solidarité qui ont été à côté des Sahraouis pendant toutes les occasions historiques et continuent de soutenir le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Ces femmes et ces hommes ont véritablement porté haut et fort les principes de justice, de solidarité et de dignité et défendent sans ambiguïté aucune le respect du droit international et du droit international humanitaire au Sahara occidental, contrairement aux gouvernements successifs de leur pays. Je leur rends hommage à ces militants de la liberté et les générations futures des peuples sahraouis ne les oublieront jamais. Enfin, je vous prie de m'excuser pour cette longue intervention, mais je crois que 43 ans d'échec marocain de légitimer son occupation est suffisante
ou convaincre quiconque qu'il est impossible que cette absurdité continue. La France doit comprendre cela et doit réviser ses politiques dans l'ensemble de la région. Elle doit peser ses intérêts et comprendre que son véritable intérêt est de sauver le royaume du Maroc de la mauvaise gestion qu'il cause en raison des erreurs fatales commises par le régime de Rabat. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles du cousin du prince, le prince Hicham al-Alaoui, qui dit qu'il est peut-être trop tard pour réussir la réforme de la monarchie marocaine en une monarchie constitutionnelle en raison de la profondeur de la crise économique, sociale et politique au Maroc. En d'autres termes, nous pourrions assister ensemble à l'effondrement et à la désintégration du royaume du Maroc dans les prochaines années, à moins que la France et les autres amis du Maroc ne se précipitent, mais vraiment se précipiter pour sauver ce qui peut être sauvé. La clé du soutien de la France au Maroc consiste à lui permettre de sortir du conflit du Sahara occidental sans subir de pertes majeures, mais dans le strict respect du droit international. Je crois que les Sahraouis sont en mesure de contribuer à aider le Maroc à sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve, en trouvant des moyens par lesquels la race peut aider le Maroc, son voisin, à sortir de cette crise chronique. Cela peut sembler étrange et plein d'optimisme, ou bien de prétention, mais l'histoire et ses leçons sont disponibles et ils sont à consulter. Et elles disent que les pays coloniaux peuvent occuper un pays pendant des décennies, voire des siècles. Mais à la fin, la chute est souvent si forte qu'elle détruit les empires. Merci beaucoup.